je sais jamais comment vraiment démarrer mes vidéos, c'est une catastrophe. Bref, on se retrouve pour le troisième et dernier épisode de notre sélection de coupés à moins de 10 000 euros. Les deux premiers épisodes sont en description si jamais vous ne les avez pas vus ou ratés, on ne sait jamais. Allez-y, il y a des petites pépites, des choses un peu sympas, bref, je m'auto-promo. Bref, pas besoin de plus grand discours, on est tout simplement parti. Alors la Manta, c'est une véritable institution chez Opel. C'est une voiture qui a marqué toute une génération d'amateurs automobiles et qui a aujourd'hui malheureusement disparu du catalogue du constructeur. La Manta reprend en partie les éléments de l'Opel Kadett B, sorti en 1967, notamment l'essieu arrière relié à un boîtier différentiel. Son design est proche du muscle car avec son long capot qui cache des moteurs intéressants. On retrouve différents moteurs, à commencer les blocs CIH avec un arbre à cam en tête, deux versions du 1600 de 68 et 80 chevaux, ainsi qu'un bloc 1900 repris de l'Opel Record C avec 90 chevaux. Dès 1972, l'Opel Manta va ajouter un nouveau moteur dans sa gamme. C'est un bloc entrée de gamme, un moteur 1200 cm3 avec un arbre latéral de 60 chevaux et qui provient, comme la plupart des éléments du coupé, de l'Opel Kadett. On retrouve aussi une boîte de vitesse synchronisée à 4 rapports avec un levier de vitesse court appelé le Sport Schaltung. Non. Le Sport... attendez, moi et l'allemand ça fait deux. Le Sport Schaltung. Sportschaltung. Et à vos souhaits pour ceux que j'ai martyrisés en allemand, désolé. En bref, notre petit coupé allemand est confortable, c'est son premier argument de vente, mais surtout il offre 5 vraies places. Enfin, en option, on pouvait bénéficier d'un toit noir en vinyle, mais alors attention, c'est un appel à la corrosion car il retient l'humidité et la voiture pourrit assez rapidement. En 1976, les motorisations évoluent avec une nouvelle réglementation européenne qui impose des carburants à plus faible teneur en plomb. La Manta perd quelques chevaux. On retrouve aussi beaucoup de Manta A puisqu'elle s'écoule à plus de 498 000 exemplaires. La voiture s'est tellement bien vendue qu'on en trouve encore à l'appel sur les sites d'occasion et c'est vraiment une petite pépite à redécouvrir cette Opel Manta A. Mais maintenant on va parler de la B. Vient ensuite la Manta B qui est un gros restylage de la première avec des blocs bien plus puissants. Les puissances vont de 55 à 176 chevaux pour la i300. Alors attention, la version 1800S qui hérite d'un carburateur Varajet 2 à starter manuel, s'il est fiable, s'encrasse très rapidement causant de nombreuses pannes. Alors à ma grande surprise, on trouve encore très facilement et de manière abordable les fameuses versions GTE de l'Opel Manta. Sous le capot, on a le choix entre une version 1,9 litre de 105 chevaux et un moteur 2 litres de 110 chevaux. Je m'en mêle avec les puissances et surtout le 110 chevaux, c'est la GSI avant que vous me tombiez dans les commentaires. Bref, ça reprend les mêmes moteurs, ça reprend les mêmes finitions, ça a juste changé de nom entre temps et on les trouve sous les 10 000 euros. Alors, on va parler de la Renault 19. Et dans ce top, je ne vous ai pas proposé, par exemple, la 309. Et il se trouve qu'en regardant les occasions, je me suis rendu compte qu'on trouvait beaucoup moins de 309 que la 19. Assez étonnant. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que les prix Malakas ont fait de plus grosses victimes du côté de la Lyon? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'elles ont été transformées en GTI? J'en sais rien du tout. En tout cas, voilà, mon petit trigger warning, c'est qu'on trouve beaucoup plus de 19 en occasion que de la 309. Dans la gamme 19, on a tous en tête le magnifique cabriolet qui a été très bien dessiné. La version 3 portes de la compacte au losange veut concurrencer les Golf GTI, mais aussi la Peugeot 309 GTI 16. La Renault reçoit en conséquence le nouveau moteur F avec une culasse 16 soupapes, multi-soupapes, injecteur multipoint, ce qui est une première chez Renault. Le nouveau moteur F, il prend la suite du fameux mythique Cléon Fonte Turbo qu'on retrouvait en version 1400 sous le capot de la R9 et de la R17. Ce nouveau bloc 1,8 litre offre 140 chevaux et tombe même à 137 chevaux avec le montage du catalyseur. Maudit catalyseur! La 19 16S phase 1 gagne une phase avant spécifique qu'elle perdra avec la phase 2. Si les performances sont moins intéressantes que les versions turbo compressées de la R9 et de la R11, la R19 est tout aussi intéressante. La tenue de route est exceptionnelle avec son train arrière 4 barres ou encore les barres stabilisatrices. La période où est sortie la R19, c'est une période où Renault cherchait à tout prix la qualité et la fiabilité. On est donc sur une voiture qui est ultra fiable, très bien construite et qui ne posera aucun souci
à son propriétaire. Alors attention tout de même, parce que la rouille touche énormément d'exemplaires, donc il faudra bien vérifier encore une fois tout cela. Après le Roadster MX-5 qui a mis en confiance Mazda sur les voitures de loisirs et de plaisir, eh bien le constructeur va sortir un petit coupé qu'on a absolument tous oublié, c'est la Mazda MX-3. Apparu en 1991, ce modèle dérive de la berline 323. Ce n'est pas un coupé propulsion, mais une traction. Et c'est là que du coup ça va coincer un peu. Les fameux gna 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 gna, la propulsion c'est mieux que la traction, eh ben vont s'en donner à cœur joie avec le petit coupé japonais. Pourtant, la MX-3 propose sous son capot un moteur inédit, un V6 de seulement 1,8 litre, soit la plus petite cylindrée du monde pour un V6. Au Japon, la Mazda MX-3 n'est pas à proprement parler une Mazda, puisqu'on la retrouve distribuée sous la marque Otozam, mais aussi sous la fameuse marque premium du groupe, Eunos, qu'on a tous oublié, mais qui était là pour casser les pattes à Lexus dans les années 90. La Mazda MX-3 offre aussi un petit 4 cylindres 1,6 litre de 90 chevaux qui se veut plus économique que le V6. Deux tempéraments qui assurent à la voiture un certain plaisir de conduite. La voiture n'évoluera pas vraiment puisque le 4 cylindres passe seulement de 90 à 110 chevaux en 1994 grâce au montage d'un deuxième arbre à cam en tête. Le petit coupé va être victime de la crise économique japonaise et le V6 va disparaître du catalogue, avec une grosse rationalisation de la gamme Mazda. Finalement, sans successeur et sans véritable mise à jour, eh bien le petit coupé MX-3 va disparaître en 1998 lorsqu'arrivera la seconde génération du MX-5. En 1996, Lancia dévoile le coupé Kappa qui arrivera en concession seulement à partir de l'année 97. Alors là, je vous dis ça avec le cœur serré. Oui, et le cœur est ici, hein, c'est l'angle de la caméra, vous m'en voulez pas. Mon retour fait que ça fait genre bizarre, mais non, c'est bien là le cœur. C'était vraiment très intéressant. Alors ce petit bijou de design, comme j'aime bien dire avec Lancia, eh bien va faire un terrible flop. C'est horrible pour mon petit cœur de lanciste. Bref, allez, je lis mes notes parce que sinon je vais vous dire trop du bien de la voiture. Bon, bah la voiture, elle va être directement critiquée par la presse de l'époque et par les consommateurs, hein, puisqu'on juge sa ligne beaucoup trop pataude. Je te demande pardon. Voire baroque, avec son montant C beaucoup trop épais à l'arrière et un arrière quand même assez étiré. Alors, il y a des explications pourquoi son design paraît aussi étiré et aussi baroque, eh bien c'est parce que les pare-chocs avant et arrière sont tout simplement repris de la berline. Toutefois, l'empattement de la voiture est quand même raccourci de 12 cm. La Lancia Kappa est quand même le vaisseau amiral de la gamme Lancia, donc on retrouve des spécificités Lancia. On va donc retrouver les fameuses suspensions Lancia composées de jambes de force et de tirants transversaux ainsi que longitudinaux qu'on retrouve déjà par le passé sur la Gamma, la Thema et même la Delta. Alors fun fact, cette invention Lancia n'a jamais été déposée en brevet et on va le retrouver chez d'autres constructeurs comme par exemple Nissan et sa 100 NX. Hein, le génie italien des fois il fait bien de la merde. Sous le capot, on retrouve une certaine variété de moteurs, comme les moteurs Pratola, construits sur le site de Pratola Serra, d'où son nom, inauguré par la Kappa, avec un fabuleux 5 cylindres allant de 2 litres à 2 litres 4 pour des puissances comprises entre 147 et 175 chevaux. Alors pour les amateurs, on retrouve aussi un bloc diesel, hein, il s'agit d'un 2 litres 4 de 124 chevaux. La Belle propose aussi le terrible 2 litres turbo l'emprédit de la Lancia Delta intégrale de 205 chevaux. Pour les amateurs, Lancia offre aussi le V6 Alfa Romeo de 3 litres et de 104 chevaux. On va retrouver toute une multitude de moteurs qui sont aussi charmants et pétillants sous le capot du coupé. La finition est certes de haut vol, l'assemblage ne souffre d'aucune critique et les moteurs sont raffinés. Et pourtant, la Kappa va faire un flop terrible. C'est même un échec cruel pour son constructeur. La ligne que l'on doit à Enrico Fumia, hein, qui a fait la 164 que j'ai essayé, pareil, petit i juste ici pour retrouver l'essai de la voiture, eh bien, ne séduit pas et finalement c'est la première à quitter le catalogue après seulement 3620 exemplaires. Sauf que Lancia avait prévu d'en construire 3000 par an, hein, donc c'est vous dire à quel point la voiture va faire un flop. Eh ben, elle connaît un retour spectaculaire, la Lancia Kappa, parce que
Du fait que ce soit une véritable rareté, eh bien aujourd'hui sa cote commence à grimper. Donc trouver des exemplaires à 10 000 € devient un peu compliqué, hein. On est plus aux alentours de 15 000 voire 20 000 € pour les plus beaux exemplaires, mais on arrive quand même à trouver quelques petites pépites comme ça oubliées sur la cape à couper. Bref, une auto absolument à redécouvrir et une occasion de redécouvrir le raffinement Lancia des années 90. Alors voilà, l'une de mes Volvo préférées, eh bien c'est la Volvo 480. Et ce véritable orni, hein, objet roulant non identifié, eh bien il hésite entre coupé, break et berline. Enfin, je dirais même break de chasse. On retrouve tout ce qui fait Volvo, c'est-à-dire une voiture confortable, fiable et très sécuritaire. La 480, c'est aussi une révolution pour Volvo puisqu'on parle de la toute première traction de son histoire, avec une plateforme inédite qu'on retrouvera sur les berlines 440 et 460. La bagnole est aussi développée en partie par des ingénieurs de chez Lotus pour les trains roulants et Renault et Porsche. La suédoise reprend en partie l'excellent bloc F de Renault, mais Porsche va intervenir dessus pour y adapter tout simplement un turbo. Alors sous le capot, on ne retrouve que des 4 cylindres et ils ont des puissances comprises entre 95 et 110 chevaux, sans oublier sur le haut de gamme la fameuse 480 turbo qui propose 120 chevaux. La 480, elle va surtout s'illustrer pour ses problèmes de jeunesse. La petite voiture suédoise va connaître des soucis de fiabilité, mais aussi de finition, bref, des erreurs classiques de jeunesse pour un constructeur qui voulait faire sa révolution. Prévue pour être exportée en Amérique du Nord, la 480 n'y posera malheureusement jamais les pneus. Elle est loin de rencontrer le succès en Europe. La Volvo va finalement disparaître du catalogue sans jamais être véritablement remplacée. Et il faudra attendre la V40 pour que le constructeur revienne sur le segment C. Bon, toutefois, la voiture a permis une chose, c'est de rajeunir la clientèle et l'image de Volvo. Et c'est de toute façon la seule chose qu'on lui demandait majoritairement. Alors, la dernière vidéo, j'avais beaucoup parlé de Honda, là je vais vous reparler de Mazda puisque je vais vous proposer deux coupés bâtis sur la même berline. Donc c'est les 626 et le MX-6. Pas de souci, aujourd'hui on parle de la gamme Mazda, vous allez me dire la MX-5 mais surtout les SUV parce qu'il y a pratiquement plus que ça chez Mazda comme chez beaucoup d'autres constructeurs. On a eu des coupés chez Mazda qui ont été lisses et sans personnalité et c'est typiquement le cas de la 626 coupée. Qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Oui, alors on n'est pas sur du top modèle, ce qui explique peut-être sa diffusion plutôt limitée, mais avec une gamme toutefois très large. On oublie trop souvent dans le même temps que Mazda commercialise un coupé beaucoup plus sexy qui est la MX-6. Bref, c'est un joyeux bordel la gamme Mazda dans les années 90. Ça tombe très bien puisqu'on trouve les deux typiquement sous les 10 000 €. Surtout, la 626 inaugure un tout nouveau système, le 4WS, alias les 4 roues directrices avec un système électronique. Les roues arrière tournent dans le sens opposé des roues avant jusqu'à 35 km/h et dans le même sens au-delà. Un système qui rappelle le Ford Control de chez Renault et c'est la même chose. Sous le capot, on retrouve différents moteurs, du 1,8 litre 8 soupapes à 16 soupapes, allant de 90 à 94 chevaux, un 1 litre et un 2 litres 2 de 109 puis 115 chevaux, allant jusqu'à 148 chevaux. Là, on parle juste de la brochette de moteur de la 626 coupée, là, on va parler de la MX-6. Dans le même ordre d'idée que la MX-5 ou encore de la MX-3, Mazda présente la MX-6 qui se veut être un grand coupé beaucoup plus standing mais moins radical qu'une RX-7 et son fameux moteur Wankel. Bon alors c'est un échec, on reproche à la MX-6 un design beaucoup trop mou, un peu trop bio-design et qui est certes fluide mais pas plus aguicheur que ça, un peu comme une Cougar de chez Ford. Dommage car le CX est de 0,30, l'un des plus bas à son époque mais qui ne rivalise pas avec celui de l'Opel Calibra, bien plus bas, dont je vous parlais il y a quelques semaines. Pour la France, la Mazda MX-6 elle va proposer uniquement deux blocs, mais deux blocs très intéressants. On retrouve un moteur 2 litres de 115 chevaux, mais surtout un V6 2 litres 5 de 165 chevaux. Le coupé propose une boîte auto à 5 rapports ou une boîte manuelle à 5 vitesses, et le V6 est doté d'office du fameux train arrière directionnel. La MX-6, c'est une véritable licorne en occasion, parce qu'il faut savoir que cette petite pièce rare japonaise, ne représente que 995 véhicules en France, vendus entre 92 et 96. Là, vous pourrez dire que vous avez une magnifique
magnifique licorne japonaise, bien mieux qu'une GTR de chez Nissan. Pas mal, non? Je fais une petite pause, car si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like à cette vidéo ou simplement à la commenter. Ça soutient énormément la chaîne. Ça me permet aussi de faire d'autres projets autour de la bagnole derrière. Plus nombreux on sera, mieux certains constructeurs vont m'ouvrir leurs portes ou d'autres personnes vont pouvoir me faire confiance. Bref, je te remercie et voici la suite de la vidéo. L'Opel Astra est un joli succès pour son constructeur puisqu'il va la décliner en cabriolet mais surtout en coupé. La seconde génération va avoir droit à une version 3 portes, mais surtout à une version coupée qui a été préparée et dessinée par Burton. Sous le capot, l'Astra dispose d'une palette de moteurs large qui carbure aussi bien au sans-plomb qu'au diesel. Les puissances vont de 115 à 200 chevaux et on peut même dégoter la rare version Astra Burton OPC Turbo. Alors elle est beaucoup moins exclusive que l'OPC classique et ses 192 chevaux, mais elle offre 200 chevaux. Hélas, toutes les Opel Astra G OPC, même sa version turbo, va finalement tomber dans l'oubli parce qu'en face d'elle, il y aura la Renault Mégane 2 RS qui est bien plus affûtée et à la fiche technique beaucoup plus alléchante. Dans le même style, les générations suivantes vont devenir les GTC, des versions 3 portes, qui sont très sympas. Alors, un peu lourde pour la dernière, mais avec de belles motorisations, de belles finitions, puis un look assez sympa. Bref, des autos aussi à redécouvrir. Ce top vous ennuie, je propose que des modèles européens ou japonais, mais ça vous fait pas vraiment rêver, c'est pas vraiment passionnant. Eh bien, que diriez-vous de conduire une américaine qui a un nom qui claque? Eh bien, je vais vous proposer une bonne grosse américaine qui tabasse, puisqu'on va parler de la Chevrolet Camaro. Oui, la Chevrolet Camaro, pas le chanteur Camaro. On va parler de la Chevrolet Camaro, mais c'est pas la version la plus sexy non plus. La 4e génération est produite entre 1993 et 2000, et on retrouve sur le marché de la seconde main pour le prix d'une Renault Twingo ou une Peugeot 108. Ça fait réfléchir, non? Sous le capot, on retrouve un moteur 6 cylindres 3 litres 4 262 chevaux, voire carrément le V6 3 litres de 193 chevaux, qu'on dit plus économique que la version américaine. Et puis bon, on est quand même sur l'une des voitures américaines les plus performantes de sa génération. Bon alors, avis perso, j'ai peur peut-être que la consommation équivaut à 5 Twingo par plein, mais aussi à son look qui est loin d'être incroyable, ce qui explique aussi peut-être son prix. Une voiture très sympa, non, franchement, pourquoi vous êtes encore là à hésiter à aller foncer acheter une Camaro? Et vous me direz merci ou pas? J'avoue que dans la dernière vidéo, je vous ai peut-être un petit peu beaucoup parlé de Honda. Bon bah voilà, sans surprise, on va parler Honda. Puisque je n'avais pas cité dans la dernière vidéo, eh bien la Civic Del Sol. Enfin non, pas Civic Del Sol, CRX Del Sol. Mais elle repose sur la Civic, vous m'avez compris. Pour le coup, on est sur un hybride entre un coupé biplace et un roadster. La Del Sol est une rupture dans la lignée des CRX avec son toit Targa. Il est soit à ouverture manuelle, soit électrique. Et il vient se loger dans la partie haute du coffre. Honda se fait d'ailleurs un petit nom avec son système de toit qui est assez élaborée. Elle repose sur la plateforme de la Civic 5e du nom, et une fois le toit dans le coffre, on conserve un arceau de protection assez épais, mais qui fait tout le charme de la voiture. Sous le capot, la CRX Del Sol, elle propose différents blocs. Ça va du 1500 au 1600, de 130 chevaux. Et on retrouvera différents blocs qui iront de 106 à 160 chevaux, forcément des moteurs VTEC pour la plupart. Une auto très sympa et amusante à mener, que je vous conseille aussi ici, si vous la trouvez full stock et pas massacrée par Kevin sur le parking du Lidl ou du Super U. Place à une voiture plutôt rare sur nos routes et qui a toute sa place forcément dans ce classement des voitures à moins de 10 000 €, puisqu'on va parler d'une voiture qui a fait un four et dont l'image de son constructeur n'a pas vraiment aidé à s'installer dans notre paysage automobile européen. C'est donc la Mitsubishi 3000 GT. La fiche technique est absolument incroyable, que du V6, 4 roues motrices et surtout directrices. On lui trouve 3 versions différentes, la base, la SL, la Twin Turbo, qui influencent toutes sur la puissance de la voiture. La version de base reçoit un V6 3 litres simple à arbre à cam de 12 soupapes pour 162 chevaux, puis la SL propose un V6 3 litres 24 soupapes à double arbre à cam de 225 chevaux. Enfin, la version Twin Turbo, comme vous vous en doutez, est un V6, mais gavé de 2 turbos pour une puissance de 320 chevaux. À partir de 1994, eh bien, la 3000 GT va perdre ses feux
escamotable, mais les versions hautes vont gagner un look beaucoup plus agressif. Au passage, l'intérieur est redessiné, le coupé reçoit une transmission G-Trag à 6 rapports et 4 sorties d'échappement pour un meilleur son. De plus, la voiture est ultra moderne, on retrouve des suspensions pilotées, un anti-patinage, des capteurs pour angle de braquage des roues arrière, et ces derniers prennent en compte le niveau d'adhérence au sol, l'angle de braquage du volant ou encore l'accélération. Bref, la bagnole, c'est K2000 le bordel. Je vais sûrement vous apprendre un truc, parce que moi aussi je l'ai découvert pendant l'écriture du script, et bien du coup il fallait que je vous en parle. La Citroën C4 et surtout sa déclinaison coupée ont vu le jour en 1998 avec le concept C4 Volcan. Quoi ? Qu'est-ce que je vous raconte ? Excusez-moi, j'ai réagi avant que vous me disiez le secret, alors... Ça vous dit rien ? Eh bien c'est normal. Mais je fais quoi, là? Le véhicule est dessiné par Marc Pinson et doit être présenté en concept car lors du salon de Francfort 1999. Mais patatras, quelques mois avant sa révélation chez Citroën, on décide tout simplement d'annuler sa présentation et de s'en servir comme base pour la remplaçante de la Xara. L'intérieur est signé par un certain Gilles Vidal et l'inspiration de la voiture est l'Ami6 avec sa lunette arrière inversée. La Citroën C4 Volcan ne prendra que son premier bain de foule que lors d'un rassemblement citroëniste en 2009. Le reste de l'histoire est connu, la C4 5 portes et le coupé de série sont dessinés par l'équipe de style sous la direction de Jean-Pierre Plouet. C'est fou comme anecdote, non ? Moi je suis absolument friand de ce genre d'histoire, j'adore ces petites pépites de la petite histoire dans la grande histoire. Bref, maintenant vous savez d'où vient l'inspiration de la C4 coupée. Bref, en 2004 débarque la C4 de série qui dispose donc d'une version coupée avec son design atypique et totalement inspiré par le concept C4 Volcan. Sous le capot, on retrouve différents moteurs, des 4 cylindres 1,4 litre allant de 90 à des moteurs 2 litres de 180 chevaux qui existent aussi bien en essence avec les VTI qu'avec les diesels, les HDI. On n'oublie pas la communication décalée autour de la gamme C4 chez Citroën avec des pubs désormais mythiques, mais on a aussi le droit à des séries spéciales très sympas comme la C4 by Loeb, sortie, comme je vous le rappelle, suite à la victoire de Sébastien Loeb en rallye au volant d'un C4 coupé. Voilà ce qui conclut notre série sur ces coupés à moins de 10 000 euros. J'espère que cette petite sélection de quand même 35 véhicules vous a plu, vous a peut-être donné des idées ou vous avez pensé à d'autres véhicules auxquels je n'ai pas mis dans la sélection. Alors j'ai mis aussi des véhicules qu'on trouvait beaucoup sur le Bon Coin ou sur les sites de petites annonces, donc certains véhicules ont switché, par exemple la 309 que j'ai très peu vu dans la sélection. N'hésitez pas à vous abonner si vous a plu, d'autres essais sur des voitures anciennes et modernes vont arriver. On va faire d'autres encore sélections de véhicules sur un budget un peu serré. Bref, j'espère croire que je vous ai tout dit. Je vous dis à très bientôt, c'était Guillaume et ciao.